Le marché a parlé. La Chine subit actuellement un coup dur. En avril, Trump a taxé à hauteur de 145% toutes les importations américaines venant de Chine. Et son vice-président J.D. Vance n'a pas tardé à jeter de l'huile sur le feu. On emprunte de l'argent aux paysans chinois pour acheter des choses que ces mêmes paysans produisent. Mais les Chinois ont pris la situation avec humour. Quelques semaines plus tard, ces droits de douane ont été réduits. Je m'appelle Joyce Lee et je suis journaliste. L'escalade verbale de Trump était agaçante, voire condescendante. Et le président s'est surtout montré contre-productif. De nombreux pays dépendent de la Chine et il faut voir ça d'un œil critique. Des droits de douane élevés sont-ils vraiment la solution? Ne portent-ils pas préjudice à tout le monde? Et surtout, ne nous détournent-ils pas des questions vraiment urgentes? En parallèle au conflit douanier, la Chine a montré ses muscles en lançant une attaque contre Taïwan. De telles démonstrations de force ont lieu depuis des années, car la Chine a pour ambition de contrôler Taïwan. Or, les États-Unis soutiennent l'île, même s'ils ne la reconnaissent pas comme un État à part entière. Pour la population locale, la réélection de Trump est source d'incertitude et rend la situation sur place encore plus éprouvante. Les menaces chinoises sont bien présentes. Je les ressens au quotidien. Si la Chine nous attaquait vraiment, j'aurais pas d'autre choix que de m'enrôler, parce que j'ai déjà servi dans l'armée. Je m'appelle Shaun Tsai, j'ai 28 ans et je travaille pour un magasin d'informatique dans un centre commercial. J'habite avec 2 chats. Ma vie quotidienne est tout à fait normale. J'aime jouer aux jeux vidéo et passer du temps avec mes amis. La seule chose un peu inhabituelle, c'est que je fais du airsoft. Pour moi, ces séances constituent un bon entraînement, car les armes de airsoft fonctionnent sur le même principe que les vraies armes. Alors bien sûr, on tire des petites billes en plastique, mais à part ça, le fonctionnement est le même. Et ça permet aussi de mémoriser les bons gestes. On est en route pour retrouver quelques amis, parce que s'entraîner au airsoft tout seul n'a aucun sens. Il faut toujours être à plusieurs, et c'est plus amusant. La Chine ne fait qu'attendre le bon moment pour attaquer Taïwan, nous occuper et anéantir notre démocratie. Bien sûr, nous avons tous peur. Les gens qui prétendent le contraire sont des menteurs. Tout le monde a peur qu'une guerre éclate. Et si ça arrive, nous devons être prêts à combattre. Certains gars qu'on va retrouver à l'entraînement sont dans l'armée. Il y en a même dans la marine. Ils font du airsoft pour s'entraîner de manière autonome. En tout cas, on est toujours très content quand des militaires rejoignent notre petit groupe. Avant, ce lieu était utilisé pour des fêtes de mariage. Il y a même une piscine à l'arrière. C'est un bâtiment de 4 étages avec un sous-sol. Lui, c'est Léo. Il travaille dans une station-service.
Ça, c'est Tao. Il travaille pour le Parti démocrate progressiste qui est actuellement au pouvoir à Taïwan. Voici Chung. Il sert dans une unité spéciale de l'armée. Et voilà Fire, qui travaille dans un 7-Eleven. C'est un type tout à fait normal, comme moi. Si vous avez l'habitude d'utiliser un fusil ou n'importe quelle autre arme, et si vous maîtrisez les fondamentaux du tir, vous aurez beaucoup plus de chances de rester en vie. Allez, on va se séparer et commencer l'échauffement. Les règles sont très simples. Tout d'abord, on se répartit en 2 équipes de 4 ou 5 personnes. Et ensuite, quand on est touché, on lève la main, on sort et on attend le prochain tour. 3, 2, 1, c'est parti! Toi, va de ce côté. Faites gaffe au caméraman! C'est terminé, on sort. Je m'appelle Chung et je fais partie d'une unité spéciale de l'armée. Le combat qu'on vient de simuler peut vraiment arriver, mais on devrait aussi s'entraîner dehors, car dans la réalité, l'ennemi peut surgir de n'importe où. Pour le dîner de ce soir, toutes les infos sont dans le chat du groupe. Normalement, vous y avez tous accès. Et si vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous avant le dîner, vous pouvez aller prendre une douche chez Aguo. En tout cas, si vous sentez mauvais, je resterai loin de vous. Voilà, c'est tout. On y va. À quel point on doit se préparer à une potentielle agression de la Chine? Pour moi, c'est une menace très sérieuse. Ils ont déjà commencé à envahir notre pays par des moyens non militaires, comme TikTok ou l'application Red Note. Partout, ils diffusent des informations visant à décrédibiliser Taïwan et d'autres territoires. Ils sont lentement en train de corrompre la jeune génération et d'infiltrer notre système politique. C'est ce qui m'effraie le plus. Quand j'étais à l'école, la culture taïwanaise était très populaire, même en Chine. Les gens écoutaient des chansons taïwanaises et s'intéressaient aux artistes taïwanais. Mais les choses ont changé. Et j'ignore si à l'avenir, la jeune génération se sentira encore taïwanaise. On est juste à côté de la gare de Zhongchao Chinchen, dans un restaurant qui propose du barbecue coréen. On se retrouve souvent ici après nos entraînements pour manger tous ensemble et renforcer l'esprit d'équipe.
Si la Chine nous attaquait, qu'on baissait les bras et qu'on se rendait sans montrer qu'on est capable de se défendre, qui viendrait à notre secours? L'Occident nous soutiendrait sans doute. Mais pour cela, on doit montrer qu'on ne veut pas faire partie de la Chine et qu'on est capable de résister comme l'Ukraine. De cette manière, tout le monde comprendra qu'il est logique de soutenir Taïwan. Il y a 2 ans, je me suis rendue à Taïwan. À l'époque, on y organisait déjà des exercices de défense. On entendait les sirènes et la population recevait des messages d'alerte par SMS. Et il fallait ensuite se mettre rapidement à l'abri et y rester pendant une demi-heure. J'ai assisté à l'un de ces exercices. C'était à Taipei, un jour où j'interviewais des enfants pour une émission de radio. Tout à coup, une voiture munie de haut-parleurs est passée en faisant retentir une sirène tonitruante. J'étais morte de peur, car je me suis rendu compte que le sentiment de sécurité que j'avais connu toute ma vie risquait à tout moment de disparaître. Heureusement, cette alerte n'était qu'un petit entraînement pour nous préparer à un moment que personne ne souhaite vivre. Mes parents ont grandi dans le sud de la Chine et à Hong Kong, avant de se rencontrer ici, en Allemagne. En tant que journaliste, je m'intéresse beaucoup à la Chine, tout en gardant un regard critique sur ce pays. Certains membres de ma famille ne savent pas ce que je fais dans la vie, et c'est peut-être mieux ainsi, car nos opinions divergent sur plusieurs sujets sensibles, et nous n'en parlons jamais entre nous. Je pense par exemple aux violations des droits de l'homme en Chine, ou encore aux répressions exercées à Hong Kong. Première étape de tous mes voyages en Asie, Hong Kong est considéré comme une région administrative spéciale de la République de Chine et faisait autrefois partie de l'empire colonial britannique. Longtemps, les règles à Hong Kong n'étaient pas les mêmes qu'en Chine. Aujourd'hui, les choses ont changé. Malgré d'importantes manifestations, la loi dite sur la sécurité nationale a été adoptée en 2020, avant d'être renforcée l'an dernier. Depuis, la liberté d'expression et la liberté de la presse ont de facto été abolies à Hong Kong. L'hymne contestataire « Gloire à Hong Kong » a été interdit. On emprisonne des gens qui portent des t-shirts avec des messages ou qui écrivent des slogans sur des sièges de bus. La phrase « Hong Kong n'appartient pas à la Chine » est aujourd'hui passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Les autorités peuvent mettre en examen en prétextant des actes de sécession, de subversion, de terrorisme ou de collusion avec des forces extérieures. Pour moi, il est regrettable que les opinions politiques divergentes soient désormais si sévèrement sanctionnées à Hong Kong. Peu de personnes osent encore défendre leurs droits, mais Selina Cheng est l'une d'entre elles. Hong Kong a radicalement changé au cours des 5 à 6 dernières années. Avant, on se sentait libre ici. On pouvait même exprimer son opinion comme on l'entendait. Mais aujourd'hui, tout est devenu beaucoup plus restrictif. Je m'appelle Selina Cheng, je suis reporter et présidente de l'Association des journalistes de Hong Kong. Pendant 2 ans et demi, j'ai écrit des articles sur l'économie chinoise pour le Wall Street Journal. Jusqu'au jour où mon patron m'a demandé de ne pas me présenter au poste de présidente du syndicat des journalistes. J'étais bouleversée, car à mon sens, le métier de journaliste au Wall Street Journal ou ailleurs est indissociable de la liberté de la presse. Et en gros, ils m'ont dit que je serais licenciée si je postulais au syndicat. Ce matin, le Wall Street Journal m'a licenciée.
Je suis consternée que ma première conférence de presse en tant que présidente de l'Association des journalistes de Hong Kong serve à annoncer que j'ai perdu mon emploi parce que j'ai accepté ce poste. Je pense que mes supérieurs ont eu peur des gouvernements hongkongais et chinois et des potentielles conséquences que risquent les défenseurs des droits fondamentaux ici à Hong Kong. Aujourd'hui, il est devenu très difficile de trouver des personnes disposées à devenir membres du conseil d'administration de notre syndicat. Nous sommes régulièrement attaqués par la presse favorable à Pékin, qui diffuse de nombreuses fake news à notre sujet et sur notre travail. Même les fonctionnaires du gouvernement tiennent des propos désobligeants à notre égard. Tous les anciens présidents du syndicat ont signé ce panneau. Et ici, il est écrit « Vive la liberté de la presse ». L'Association des journalistes de Hong Kong bénéficiait autrefois du soutien de toutes les institutions hongkongaises, mais aussi du gouvernement, de différents partis politiques et de plusieurs grandes entreprises. Lever des fonds pour le syndicat ne nous avait jamais vraiment posé de problème. Mais depuis 5 ou 6 ans, c'est devenu très difficile. Tous nos anciens sponsors ont arrêté de nous soutenir. Il existe désormais 2 lois sur la sécurité nationale de Hong Kong. Et elles ont considérablement modifié notre manière de travailler en tant que journaliste. Le délit de sédition a aussi été introduit dans notre législation. Il est souvent invoqué ces dernières années pour poursuivre des personnes qui ont tenu des propos déplacés en public ou sur Internet. Et en général, ces propos expriment un mécontentement envers le gouvernement. On ne sait pas vraiment quelles déclarations sont interdites. Au début, il s'agissait de slogans politiques. Mais aujourd'hui, un simple commentaire sur Internet peut être considéré comme une infraction pénale. Les gens ne savent pas s'ils enfreignent les lois sur la sécurité nationale jusqu'au moment où la police frappe à leur porte. D'après nos chiffres, au moins 49 journalistes ont été arrêtés, inculpés ou condamnés à Hong Kong depuis les manifestations de 2019. Au moins 2 organes de presse ont été fermés suite à l'arrestation de leurs dirigeants en vertu des lois sur la sédition ou sur la collusion avec l'étranger. Des centaines de journalistes ont déjà perdu leur emploi. Et ceux qui continuent à travailler ont en permanence ces nouvelles législations sur la sécurité nationale à l'esprit. C'est un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, rares sont les médias qui osent encore s'exprimer en gardant un esprit critique. Il y a aussi de moins en moins de commentateurs politiques prêts à rédiger des articles sur leurs opinions et analyses personnelles. Voici un exemplaire du journal Ming Pao. J'ai grandi en lisant ce quotidien. À mon sens, leurs journalistes continuent à faire du bon travail et n'hésitent pas à aborder certains sujets sensibles. Même s'il faut l'avouer, leurs articles sont moins controversés qu'auparavant. Il y a quelque temps, une page entière était réservée à un caricaturiste. Pendant 40 ans, il y publiait des dessins satiriques sur la politique hongkongaise. Il se moquait des hauts fonctionnaires et de l'actualité. Mais à plusieurs reprises, le gouvernement s'est exprimé de manière très virulente à propos de ces caricatures.
Et finalement, le journal a décidé de supprimer sa rubrique. Aujourd'hui, Hong Kong a fondamentalement changé. De nombreuses personnes ont préféré s'en aller. Et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'espace pour débattre et de moins en moins de sujets dont on peut parler. Pour moi qui suis née ici, c'est quelque chose qui me rend très triste. Car lorsqu'on s'éloigne de ses convictions et qu'on ne peut plus dire qui on est vraiment, tout paraît alors artificiel dans la vie. Mais tant que des gens vivront ici, ils auront besoin de savoir ce qui se passe à Hong Kong. C'est la raison pour laquelle je continue mon travail de journaliste. Ça me rend d'ailleurs ni particulièrement heureuse, ni particulièrement triste ou anxieuse. Si je reste à Hong Kong, c'est pour exercer un métier qui a du sens et que je pense être juste. Et je suis contente que cette décision m'appartienne encore. Les médias d'État chinois ont qualifié l'Association des journalistes de Hong Kong de tumeur maligne venue de l'étranger. En Chine continentale, il est très difficile d'obtenir des informations impartiales. Pourtant, dans les grandes métropoles, de nombreuses personnes sont conscientes qu'il existe une propagande d'État. Je l'ai moi-même constaté en étudiant 1 an à Shanghai. Là-bas, pour la première fois de ma vie, j'ai pu communiquer avec des gens du monde entier en chinois et non en anglais. Lors de cette année à Shanghai, j'ai aussi compris qu'il fallait faire la distinction entre le peuple chinois et son gouvernement. Mais ce n'est pas toujours facile, car il est souvent impossible de s'exprimer librement sur la Chine. Dans les pays occidentaux, j'ai remarqué qu'on parlait peu de ce qui préoccupe les Chinois. Dans les reportages, la Chine est souvent présentée comme un bloc homogène. Pourtant, il existe dans le pays d'énormes différences entre les provinces, les dialectes, les ethnies, les modes de vie, les cultures et les mentalités. Sans compter tous les sujets sensibles. Je m'appelle Nick et je suis gérant du Cave Bar et du Cave Art, un bar et un club de musique métal à Shanghai. Je joue de la musique dans des groupes depuis plus de 10 ans. Le métal a énormément changé ma vie et façonne mon quotidien. Les personnes avec lesquelles je travaille tous les jours sont étroitement liées au monde du métal. J'aime le métal parce que c'est une musique libre. Et c'est par amour pour ce genre musical que j'ai ouvert ce bar et cette salle de concert. Chef, je vais prendre un pudding au tofu et un beignet, s'il te plaît. J'adore le métal. Et voici mon club, le Cave Art Venue. Je vais vous faire visiter. Thank you so much, guys.
Shure est une marque américaine de micros. Quand Trump a déclenché sa guerre commerciale, ça a eu un impact sur tous les produits de la marque. Chaque micro a augmenté d'environ 25 €. Et pour le kit complet, on est passé de 120 à 250 €. Bientôt, on accueillera un gros concert ici. Et ça fait des jours qu'on travaille pour tout mettre en place. La première fois que j'ai entendu parler de ces droits de douane, j'étais assez inquiet. J'avais l'impression que Trump allait passer à l'action et que ses déclarations auraient des répercussions concrètes. Il a d'abord parlé de 125, puis de 140%. En tout cas, c'était une augmentation absurde et très élevée. J'ai pas constaté de hausse de prix sur les denrées alimentaires. Ça ne m'a frappé qu'en acquérant du matériel de musique pour mon club. Je me suis rendu compte qu'on achetait peu de produits américains. Ce qu'on consomme vient plutôt de République tchèque, du Royaume-Uni, d'Allemagne, du Japon et bien sûr de Chine. Les relations entre la Chine et l'Union européenne se sont considérablement améliorées depuis le début de cette guerre commerciale avec les États-Unis. Avant, la situation était très tendue en raison de certains facteurs politiques, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme. Mais aujourd'hui, l'Union européenne est également en conflit avec les États-Unis à cause de ses droits de douane, tout comme la Chine. Et comme le dit le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Actuellement, de nombreux groupes viennent se produire à Shanghai. On voit affluer des artistes du monde entier, du Japon, des États-Unis, d'Europe. C'est incroyable de tous les voir ici. J'écoute du métal depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je rencontre enfin des gens qui partagent mes goûts. En Chine, toutes les subcultures sont très éloignées du courant dominant. Ici, les médias sont tous contrôlés par le gouvernement et le Parti communiste chinois. Et ils préfèrent consacrer leurs ressources déjà limitées à des sujets qui ont une plus grande portée. Mais ça ne signifie pas pour autant que les subcultures vont disparaître. Elles continuent d'exister, mais de manière confidentielle. La situation est la même pour de nombreux styles de musique dans le pays. Et tout le monde respecte les lois et les réglementations en vigueur. Malgré tout, on arrive à organiser plein de soirées et des concerts géniaux.